Dans votre roman Dernière Oasis, vous nous plongez en Irak à la veille de l'invasion de Daesh, dont on parlait tout à l'heure avec Anas Ralaf. Alors c'est une enquête, on pourrait dire, géopolitique en Irak, mais aussi entre l'art, entre l'histoire, un miroir du chaos que va connaître à la fois l'Irak, mais aussi le monde entier. Alors le narrateur, il se souvient. Qui est-il au juste, ce narrateur ? C'est un archéologue, enfin c'est un spécialiste, un expert en archéologie antique qui est appelé à expertiser des œuvres dans le nord de l'Irak sur un mystérieux général. Par un mystérieux général irakien, oui. Ouais. Il va expertiser des pièces antiques. Toi, c'est la raison pour laquelle il parle. On lit un Arsène Lupin un peu snob de la vente d'antiquités avec une tête de poète, ou du moins d'écrivain. Sacré personnage. Oui, enfin c'est un peu un mélange de personnages ou de personnalités que j'apprécie, qui sont un peu partis de moi, disons. Pourquoi vous, romancier francophone libanais, vous avez choisi à la fois cette région du monde et cette temporalité ? J'avais besoin. Alors évidemment, c'est pas un roman sur l'Irak. Hein, vraiment, c'est pas du tout un roman. C'est le décor irakien. Mais j'avais besoin d'un lieu précis dans lequel on puisse trouver quelque chose qui serait comme une oasis, c'est-à-dire un lieu hors du temps et hors de la géographie, vraiment absolument suspendu en dehors de tout, dans l'immobilité absolue, c'est ça, et qui soit en même temps environné de grands périls et d'une histoire qui va très vite et qui va évidemment mettre un terme à l'immobilité. Et ça, je l'ai trouvé en nord de l'Irak à ce moment-là. Ouais. C'est vrai qu'on a cette oasis qui est quelque peu, comme vous le dites, hors du temps, et puis en même temps ce narrateur qui va se retrouver, on peut dire, aux avant-postes. Quel environnement va-t-il découvrir au fond ? D'abord, il va découvrir la réalité de ce qu'est l'Irak, mais surtout, il va réfléchir au monde, au devenir, à l'histoire, à tout ce qu'on appelle le complotisme, la manière avec laquelle les hommes voient l'histoire, l'imaginent, pensent qu'elle est fabriquée. Et après, il va être confronté à la réalité de cette histoire qui fait irruption sur cette oasis, et il va vivre ce qu'il avait toujours essayé de penser. Il est entouré d'un côté par les forces kurdes, de l'autre par les djihadistes de Daesh. Alors, on parlait tout à l'heure, s'agissant hélas des violences à Beyrouth, des chrétiens, des musulmans, de ces tensions qui reviennent. J'aimerais lire un extrait. Si Alexandre le Grand n'était pas mort accidentellement, sans doute à cause d'une bactérie qui s'était logée dans un fromage ou dans un morceau de viande, son empire ne se serait pas effondré. Les Romains n'auraient ensuite pas eu tant de facilité à dominer le monde. Après quoi, ni le christianisme ni l'islam ne seraient peut-être nés, parce que Rome s'est faite sur les décombres des fragiles royaumes grecs issus de la conquête d'Alexandre. Quelle réflexion avez-vous voulu susciter pour les lectrices et les lecteurs, Cherif Majdalani ? Enfin, c'est une réflexion que mène le narrateur, donc moi, sur la marche de l'histoire, sur les aléas, sur les hasards qui font que l'histoire est ce qu'elle est et qui aurait pu être tout à fait autre chose à partir de n'importe quoi. Cette minuscule petite bactérie qui a tué Alexandre influence notre présent aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas aujourd'hui ici en train de parler avec vous si il y a 2500 ans, une bactérie ne s'était pas posée sur un fromage. Et je pense que c'est comme ça que l'histoire fonctionne, à coup de hasard, à coup d'incompétence aussi, d'irresponsabilité des hommes qui la font. Et c'est surtout à ça que réfléchit ce personnage. Ouais. L'effondrement dont il était question dans votre précédent roman, aujourd'hui on voit encore l'actualité de la région. Comment vous, l'intellectuel, le professeur aussi en littérature, comment est-ce que vous voyez la destinée, au fond, de cette région et même du monde qui nous entoure? On voit d'ailleurs les répercussions aujourd'hui en France dans le débat qu'il y a notamment sur toutes ces crispations. Comment voyez-vous cela? La région, je vois l'avenir très noir, très sombre, mais je pense qu'un avenir très sombre dans cette région-là ne peut être que le prélude, enfin j'espère pas, hein, mais ne peut qu'augurer de choses calamiteuses partout. Ce qui fait très peur en Occident, qui fait très peur quand on est en dehors de l'Occident, c'est la manière avec laquelle les gens qui vivent dans des démocraties occidentales les manipulent avec beaucoup de légèreté, écoutent les démagogues qui mettront un terme à ça. Et moi je le dis dans le livre, la démocratie est sans doute une des choses les plus réussies que les hommes ont réussi à trouver pour se gouverner eux-mêmes. Et on est en train de jouer avec ça allègrement, et ça, c'est absolument pitoyable. C'est une question que je pose souvent désormais lorsque j'ai un invité ou une invitée libanaise. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à rester au Liban? Vous le disiez, vous êtes ici avec votre épouse, de passage à Paris pour présenter votre livre. Vos enfants sont là-bas. Pourquoi vous y restez? On reste parce que, d'abord parce qu'on a tout fabriqué là-bas, tout fait là-bas, mais aussi le fait qu'un pays qui vous a beaucoup donné, qui vous a offert une capacité de vivre très, très bien, et une qualité de vie extraordinaire, vous ne lui tournez pas le dos quand ça ne va plus. Enfin, quand il était bien, on était, et quand il ne va pas, on reste pour essayer de l'arranger, si c'est possible.